Pourquoi il n'y a aucun match de foot le 5 mai? C'est même interdit dans la loi depuis 2021. Il n'y a aucun jour férié, rien qui l'explique, sinon quelque chose qui s'est passé en 1992. Ce jour-là, le Sporting Club de Bastia affronte l'Olympique de Marseille en demi-finale de la Coupe de France. C'est historique pour ce petit club corse en deuxième division. Tout le monde veut assister à ce match, mais il y a un problème. Le stade Armand Césari ne peut accueillir que 8500 spectateurs. Impossible d'imaginer une telle affiche dans un stade aussi petit. Les dirigeants du club doivent trouver une solution, et vite. Alors l'idée surgit, construire une nouvelle tribune en quelques jours. Un projet insensé, mais l'appât du gain et l'engouement populaire prennent le dessus sur la sécurité. Les normes, elles sont oubliées. Il n'aura fallu que 8 jours pour qu'une structure métallique sorte de terre. 8 jours pour ce qui aurait dû prendre des mois. Les avertissements se multiplient, des experts tirent la sonnette d'alarme, la structure est jugée instable. Trop légère, trop fragile. Des barres métalliques de mauvaise qualité. Mais bon, les billets sont vendus, le stade est plein, impossible de faire marche arrière. 16h. Les premiers supporters arrivent et des ouvriers sont encore à l'œuvre sur la tribune. Inquiétant, pas assez pour calmer la ferveur du public. 19h, la tension monte. Des responsables remarquent que la structure bouge sous le poids des supporters. On tente de revisser des boulons, de renforcer à la hâte, mais c'est peine perdue. 20h15. Le speaker du stade, Jean-Pierre Paoli, prend le micro. Une demande désespérée et absurde. 20h23. TF1 prend l'antenne pour diffuser le match. Quelques secondes plus tard, un craquement assourdissant déchire l'air. La tribune s'effondre comme un château de cartes. 15 mètres de chute libre pour des centaines de supporters. Un hurlement collectif, puis le chaos. Les joueurs sur le terrain restent figés, incrédules. Les spectateurs hurlent, d'autres se précipitent dans les décombres pour secourir les victimes. Les secours arrivent, débordés, les sirènes, les cris, les pleurs. 21h. Des hélicoptères atterrissent sur la pelouse, transformant le terrain en hôpital de fortune. 22h. Les secours peinent à atteindre le stade. Une seule route d'accès coincée entre une voie ferrée et la lagune. Trop étroite, trop embouteillée. Les hôpitaux corses sont débordés, alors les blessés sont évacués vers Nice et Marseille. 18 morts, 2357 blessés, des familles brisées, une île en deuil. Un drame national, le football, censé être une fête, s'est transformé en tragédie. Dans tout ça, qui est responsable? Fraude, négligence, corruption? 1 million de francs envolés. 32 mois plus tard, le procès s'ouvre. Un nom manque à l'appel, Jean-François Philippi, président du club, assassiné une semaine avant le procès. Tout le monde se rejette la faute. Un seul homme assume, Boimont, ingénieur responsable du montage. Il est condamné à 2 ans de prison ferme. Les autres font appel et échappent à la prison. Le drame de Furiani n'est pas qu'un simple accident. C'est un rappel que la cupidité et l'irresponsabilité n'ont pas leur place dans le football. Le désastre de Hillsborough. Hillsborough, c'est un vrai stade à l'anglaise, construit en 1899 aux allures un peu vieillots. Il a déjà accueilli plusieurs demi-finales de la Coupe d'Angleterre, mais il traîne une réputation inquiétante. En 1981, un écrasement de foule avait failli tourner au drame. Des supporters écrasés contre des grilles, des blessures graves, mais aucun mort. On passe à autre chose. En 1989, on recommence. Le problème, c'est que Liverpool reçoit la plus petite section du stade. Des milliers de Liverpooliens doivent passer par une seule entrée exiguë, l'Eppings Lane. Ce choix est critiqué. Pourquoi donner aux supporters les plus nombreux l'espace le plus restreint? Certains pointent du doigt la police locale qui aurait voulu éviter d'éventuels affrontements entre fans. Le piège est en place, il ne manque plus qu'une étincelle. À quelques minutes du coup d'envoi, plus de 5000 supporters sont encore massés devant les entrées. C'est long, trop long. Certains ont des billets, d'autres non, et la tension monte. À l'intérieur du stade, des places restent vides, mais la tribune inférieure, derrière les buts, est déjà remplie. Les forces de police commencent à paniquer, un officier demande de retarder le match. Refusé. Pas question d'ajuster l'horaire. Le coup d'envoi approche. À 14h52, David Dukenfield, chef de la police locale, prend une décision qui scelle le destin de centaines de supporters. Il ordonne l'ouverture de la porte C. Cette issue de secours, normalement utilisée pour les sorties, devient une entrée massive sans contrôle.
contrôle. En quelques minutes, des milliers de supporters se ruent vers le tunnel, menant aux tribunes déjà bondées. Ce tunnel, étroit et mal éclairé, devient un véritable entonnoir mortel. Personne ne dirige la foule. À l'intérieur de la tribune, les premiers rangs comprennent qu'il se passe quelque chose d'anormal, mais ils ne peuvent pas reculer. Derrière eux, la masse humaine continue de pousser. Derrière les grilles métalliques, les premiers rangs suffoquent. Les corps sont compressés les uns contre les autres, certains tentent de grimper sur les grillages, d'autres se retrouvent écrasés contre les barrières de sécurité. Sur le terrain, les joueurs ne comprennent pas, l'arbitre ne s'aperçoit de rien, et le match commence. Pendant 5 longues minutes, la tragédie s'intensifie. Les supporters à l'arrière continuent d'entrer, ignorant que devant, des gens meurent déjà asphyxiés. Les témoignages sont glaçants, des fans voient leurs amis perdre connaissance, sans pouvoir les aider. Certains tentent de grimper sur les grillages, mais la pression est telle qu'ils ne peuvent même plus bouger les bras. L'horreur est totale, et un policier comprend enfin l'ampleur du désastre, et fait interrompre le match. Mais il est trop tard. Les secours arrivent au compte-gouttes, seules 3 ambulances pénètrent sur la pelouse. Les médecins présents sont débordés. Au total, 97 personnes perdront la vie et 766 seront blessés. Les survivants parlent d'un sentiment d'abandon total, pourquoi personne n'est venu aider. Quelques heures après la tragédie, l'enquête commence. La presse accuse les supporters d'être arrivés trop tard, trop ivres, trop violents. Les policiers manipulent les témoignages, détruisent des preuves. Ils effectuent même des analyses sanguines sur les victimes, cherchant désespérément une trace d'alcool. Mais la vérité, pourtant, est ailleurs. Le stade était mal conçu, l'organisation était catastrophique, et la police a pris les pires décisions possibles. En 1991, le verdict officiel tombe. Mort accidentelle. Personne n'est condamné. Les familles des victimes ne lâchent rien. Pendant des décennies, elles se battent pour laver la mémoire de leurs proches. En 2012, un rapport indépendant démente la version officielle. Il prouve que les supporters ne sont en rien responsables et que la police a menti. En 2016, un verdict historique est rendu. Les victimes ont été tuées illégalement à cause de la négligence des autorités. David Dukenfield est mis en accusation, mais en 2019, il est acquitté. Aucune condamnation. En 2023, la police britannique présente officiellement ses excuses, 34 ans après les faits. Aujourd'hui, Hillsborough a changé à jamais le football britannique. Fini les grillages dans les stades anglais et fini les places debout dans les grandes divisions. Le bus mitraillé du Togo. L'ambiance dans le bus est étendue. La sélection nationale du Togo roule en direction de l'Angola pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Tout le monde a pris l'avion, eux ont préféré la route, pensant qu'une sécurité armée suffirait. Grave erreur. À la frontière Congo-Angola, tout bascule. Une embuscade, une rafale de balles. Une bande de rebelles armés cagoulés mitraille le véhicule par l'avant. Les vitres explosent, le chauffeur est touché en plein coup et meurt sur le coup. Le bus devient un piège mortel. À l'intérieur, les joueurs plongent sous les sièges, tentent d'éviter les balles. On a été attaqués comme des chiens, racontera plus tard Thomas Dossevi. L'attaque ne dure pas quelques secondes, mais près de 20 minutes. L'escorte armée réplique tant bien que mal, les assaillants prennent la fuite. Mais le bilan est dramatique. 3 morts et plusieurs joueurs blessés. Serge Akakpo a reçu une balle dans le dos et Kodjovi Obilale est touché à la colonne vertébrale. Il ne rejouera plus jamais au football. La nouvelle fait l'effet d'une bombe dans le monde du football. Les Togolais sont en état de choc. Dans les jours qui suivent, une immense controverse éclate puisque la Confédération africaine de football refuse d'annuler la CAN malgré la gravité de l'événement. Le pire, c'est que lorsque le Togo veut se retirer du tournoi, elle menace le pays de sanctions. Finalement, le gouvernement togolais décide de rapatrier son équipe. Trop de risques, trop de traumatismes. Mais la CAF réagit avec une sévérité incompréhensible. Elle suspend le Togo des éditions 2012 et 2013 de la CAN pour ingérence politique, ce qui est un véritable scandale. Après un tollé international, la sanction sera finalement levée. En 2010, Joao Antonio Puati, principal suspect, est condamné à 24 ans de prison, mais la douleur reste immense. Le drame du Heysel. Tous les clubs anglais ont été bannis des compétitions européennes pendant 5 ans. C'est à cause de ce soir de 1985 au stade du Heysel, à Bruxelles. Liverpool et la Juventus de Turin s'apprêtent à disputer la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Un duel au sommet entre 2 des plus grandes équipes du continent, mais pas dans le meilleur endroit. Construit en 1929, le Heysel est un stade vétuste. Il ne répond plus aux exigences du football moderne, les infrastructures sont dépassées, les murs fragiles, les grillages abîmés. La Belgique dispose pourtant d'autres
autres stades en bien meilleur état. Pourquoi l'UEFA choisit Heysel? Une question qui restera longtemps sans réponse claire. Ce qui est certain, c'est que les autorités ont fait preuve d'un laxisme extrême. L'inspection du stade n'a duré que 30 minutes. L'organisation est catastrophique, les billets sont largement contrefaits, permettant à des milliers de supporters sans place d'entrer. Et les forces de l'ordre sont en nombre insuffisant et mal préparées. Dès l'après-midi, l'ambiance est électrique. Des milliers de supporters anglais et italiens se croisent dans les rues de Bruxelles. L'année précédente, Liverpool avait battu l'AS Roma en finale, et leurs supporters avaient été agressés. Certains voient cette finale de 85 comme une occasion de revanche. Dans les tribunes, un choix catastrophique est fait. Les supporters de Liverpool et de la Juventus sont placés dans des blocs adjacents, séparés par une simple barrière métallique fragile. Dans un coin du stade, le tristement célèbre Bloc Z, qui contient des supporters italiens et quelques fans neutres. Ceux qui s'y trouvent sont loin d'imaginer que ce sera leur piège mortel. Une heure avant le coup d'envoi, la situation dégénère. Un groupe de hooligans anglais prend d'assaut la barrière du Bloc Z. D'abord des projectiles, bouteilles, pierres, morceaux de siège, les insultes fusent, puis tout bascule. Une charge. Les supporters italiens pris de panique reculent, mais derrière eux, un mur vétuste. Sous la pression humaine, la structure cède, des dizaines de personnes chutent et sont écrasées. Les téléspectateurs du monde entier assistent impuissants à la scène, ils voient des supporters s'effondrer sous la pression, asphyxiés. Et les policiers présents, en nombre largement insuffisant, sont dépassés. Le pire dans tout ça, c'est que le match est maintenu. La Juventus l'emporte sur un penalty transformé par Michel Platini. Quand j'ai marqué, je ne savais pas ce qui se passait exactement. J'ai célébré, mais très vite, tout semblait irréel. 39 personnes ont perdu la vie, des centaines d'autres sont blessés. Les sanctions tombent, tous les clubs anglais sont bannis des Coupes d'Europe pour 5 ans et Liverpool est interdit pour 6 ans. Mais la responsabilité de l'UEFA et des autorités belges est aussi pointée. En 1988, un procès s'ouvre à Bruxelles. 14 hooligans britanniques sont condamnés à des peines de prison. Les organisateurs belges ne sont pas épargnés. Le Heysel, lui, est complètement reconstruit et rebaptisé Stade Roi Baudouin en 1995. Mais la blessure reste béante. Toutes ces histoires nous rappellent que le football n'est qu'un jeu, que la vie humaine vaut plus que tous les enjeux sportifs, que la sécurité n'est pas négociable. Alors quand vous irez au stade, regardez ces tribunes modernes, ces normes strictes, ces contrôles rigoureux. Tout ça, c'est l'héritage de ces catastrophes, pour que plus jamais une belle fête ne se transforme en cauchemar.